Bonjour à tous et bienvenue à ce programme. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre. Nous allons parler des suites numériques, un programme de première année. Et notre objectif sera, dans cette vidéo, de donner la définition d'une suite et de faire une petite discussion autour de la convergence. Ce qui est bien avec le cours sur les suites numériques, c'est que une seule question est posée. Nous discuterons au cours de tout ce programme de la convergence d'une suite. L'objectif principal est de savoir si une suite converge ou ne converge pas. Mais la stratégie est la suivante. La définition de la convergence ne permet toujours pas de facilement détecter la convergence d'une suite. Et donc, parfois, nous serons obligés d'utiliser les propriétés ou les critères de convergence. Donc, toutes les propriétés que nous verrons dans ce cours seront là pour nous permettre de décider si la suite converge ou pas. Donc, nous allons étudier les différents types de suites. Nous allons voir les suites bornées, nous allons voir les suites de Cauchy, les suites adjacentes, les suites de ceci. Et l'objectif sera, si on étudie, par exemple, les suites de ceci, une fois qu'on a étudié ces suites, nous verrons les critères de convergence de ces suites-là. Et donc, si par exemple, on étudie les suites de Cauchy et on se rend compte que ben, les suites de Cauchy, voilà, vont converger dans l'espace où nous sommes, ben, dans ces conditions, si au cours d'un exercice, j'ai une suite, je veux montrer que la suite converge, ben, je peux montrer que la suite est de Cauchy. Et comme je suis rentré de travail dans R, cette suite de Cauchy va converger. Ça, c'est un exemple que je donne. Donc, vraiment, tout se passe autour de la convergence. Il est donc important de bien comprendre ce que c'est que la convergence d'une suite. Donc, dans cette vidéo, nous allons d'abord définir ce que c'est qu'une suite. C'est quoi une suite? Ben, une suite, c'est d'abord une fonction. Donc, nous partirons d'une fonction. Et ce que c'est qu'une fonction, c'est que donc nous allons parler des suites réelles. Alors, ce que nous allons faire, ici, nous avons un ensemble de départ que nous allons appeler N. Et ici, nous avons un ensemble d'arrivées. Alors, lorsque nous parlons des suites réelles, cela signifie que l'ensemble d'arrivées, c'est R. On aurait pu parler des suites complexes. Les suites complexes signifient que l'ensemble d'arrivées, c'est C. Voilà. Donc, nous allons définir une fonction qui partira de N dans R. Donc, dans N, ici, nous avons des éléments, ainsi de suite. Là aussi, nous avons des éléments. Alors, ce qui se passe ici, c'est que les éléments que nous avons ici, nous aurons leur image dans R. Donc, dans R, nous aurons U de 1, nous aurons U de 2, U de 3, et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, ce qui se passe, c'est que nous partons d'une fonction U qui part de N. L'ensemble de départ, c'est N. L'ensemble d'arrivée détermine le type de suite que nous sommes en train d'étudier. Et un tout N ici associe U de N. Donc, N est un entier, U de N est un réel. Maintenant, au lieu toutefois d'écrire U de N comme ceci, nous utiliserons cette notation UN. Voilà. Et donc, c'est quoi une suite? Une suite sera donc une famille de ces fonctions. Alors, ces fonctions sont à valeur R, donc nous noterons comme ceci, N, l'élément de N par exemple, et nous dirons que nous avons une suite de termes généraux UN. C'est-à-dire que les autres valeurs seront données par rapport au terme qui est ici. Donc, notre n ici sera, si nous partons si le n commence bon, est en grand n, nous aurons donc une famille qui est U0, U1, U2, et ainsi de suite. C'est ça une suite. Par exemple, nous pouvons définir la fonction U qui va de n dans R. Alors, qui a tout n ici, ici, par exemple, n carré plus 1. Ça veut dire que mon n est égal à n carré plus 1. Voilà. Et donc, ce que je peux dire quand je parle de cette suite comme ceci, quand on peut parler de U0, U1,
et ainsi de suite. Mais dans mon cas, U0 va être, par exemple, U0 va être 2, U1. U0 va être 1, 2, U2 va être, vous avez 4, 5, et ainsi de suite. Voilà. Mais en fait, toute cette suite va être étudiée par rapport au terme général. Alors, la question principale est la suivante. Que se passe-t-il lorsque n est très grand? Si n est très grand, n explose, n va à l'infini. Est-ce que la suite un va aussi aller à l'infini? Voilà. Donc, nous allons discuter de ce genre de choses. Et l'objectif est les suites qui convergent sont des suites qui sont telles que un reste dans R même lorsque n va à l'infini. Et ça sont des suites qui convergent. Alors, nous avons une définition de la convergence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une suite qui converge? Nous allons peut-être... bon, il ne faut pas aussi aller trop loin. Nous allons donner la définition de la convergence. Convergence d'une suite. Alors, nous dirons que la suite UN converge donc nous avons soit L ici, un réel. On dit que UN converge vers L si, quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, donc un réel positif, il existe un entier N, que je prends le grand N, tel que pour tout N, que je prends le grand N ici, bien que N est supérieur ou égal à ce grand N, signifie que UN moins L est strictement inférieur à epsilon. Alors, nous allons devoir bien comprendre ce que ça veut dire cette définition. Cette définition ne signifie pas que une suite UN converge vers L si UN moins L est strictement inférieur, quel que soit N. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que cette condition-là n'est vérifiée que lorsque n est supérieur ou égal à n. Donc, lorsque n est supérieur ou égal à n, automatiquement, nous avons un n moins l inférieur à epsilon. Nous allons expliquer encore, faire une illustration. Nous allons parler d'un schéma. Nous allons prendre, par exemple, notre n varie ici, notre un varie là. Donc, nous avons le point 0 ici. Ici, nous avons le 1, 2, et ainsi de suite. Et ici, nous avons les valeurs de U de 1, par exemple, et ainsi de suite. Et donc, lorsque nous disons, nous prenons L dans R, puisque nous parlons de n moins L ici, ça veut dire que notre L est quelque part ici. Donc, notre L est quelque part là. Donc, je vais peut-être utiliser la craie de couleur. Là, nous avons notre L. Et ce que nous remarquons, c'est que une suite qui converge vérifie la propriété suivante. Alors, je vais donc ici, si je monte, j'ai quelque chose qui est plus grand que L. Si je descends, j'ai quelque chose qui est plus petit que L. Donc, ce qu'on dit, c'est que, quel que soit le epsilon que je prends, qui est de l'autre côté là-bas, le L qui est là dépend de epsilon. Je peux le mettre comme ça. Et donc, pour cet epsilon-là, le epsilon peut être une petite distance qui est ici. Je vais peut-être mettre cette distance-là, ça s'appelle epsilon. Donc, ici, ce point-là, c'est L plus epsilon. Et donc, la même distance ici, j'ai L moins epsilon. Et ce que ça veut dire, c'est que lorsque n est égal à 0, je ne contrôle pas les valeurs. C'est-à-dire que au début, voilà, je ne contrôle pas les valeurs de n. C'est-à-dire que je vais peut-être dire que mon grand n est ici, dans le grand n qui est là. Et par exemple là,
Et donc, ce qu'on remarque, c'est que ce qui se passe ici, les valeurs de UN peuvent être à l'intérieur comme peuvent être à l'extérieur. Pour les N qui sont de ce côté-ci, je ne contrôle vraiment pas UN-L. UN-L peut être ici, peut être à l'intérieur, peut être en tout cas. Je ne contrôle pas ce qui se passe. Je ne contrôle pas. Mais dès que N, parce que dès que N est supérieur ou égal à grand N, la différence doit être strictement inférieure à epsilon. Donc, dès que N est ici, UN moins L doit être à l'intérieur. Alors, une suite qui vérifie ceci est une suite qui converge, quel que soit le epsilon que je prends. Donc, une suite qui ne converge pas ne vérifie pas ceci. Bon, pour bien comprendre ce que je viens de faire au tableau, nous allons essayer de prendre quelques cas et essayer de regarder, hein, d'appliquer la définition, voir si les suites convergent pas. Par exemple, si je prends UN égale à 1, UN égale à 1 est une suite qui est constante. Ça veut dire que quelle que soit la valeur que je prends, quel que soit le n que je prends, UN ne change pas. Égal à 1. Donc U0 égale à 1, U1 égale à 1, U2 égale à 1, U3 égale à 1. Une telle suite, si 1 est ici par exemple, voilà, UN est là. Si UN est là, voilà. Donc une telle suite converge vers 1. Voilà. Une telle suite converge vers 1. Voilà, là c'est vraiment quelque chose de trivial. Nous allons essayer de regarder quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus complexe. Prenons par exemple le cas UN égale à 1 sur N. Alors, la suite UN égale à 1 sur N est une suite qui converge vers 0. Parce que la limite de 1 sur N, quand N tend vers l'infini, nous donne 0. Mais la question est la suivante. Montrer que la suite UN égale à 1 sur N converge vers 0. Et là, on ne peut pas calculer la limite. Là, il faut utiliser cette définition pour le faire. Donc, nous allons essayer un peu de regarder ce cas. Converge vers 0. Ici, on prend les N dans N étoiles. Nous devons montrer que ça converge vers 0 et pour le faire, nous devons appliquer la définition. La définition nous dit que quel que soit le epsilon que je prends, je vais devoir trouver le n pour lequel UN moins L est inférieur ou égal à epsilon. C'est parti. Nous sommes ici. Ne pas que je mélange les choses, nous sommes là. Voilà. Et donc, nous commençons par prendre soit epsilon supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Notre objectif est de trouver un n qui est tel que pour tout n supérieur à ce n, UN moins 0 doit être inférieur à la epsilon. Et donc, nous voulons que UN moins 0 soit strictement inférieur à epsilon, mais pour tout n supérieur ou égal à grand n. Mais il faut trouver ce grand n-là. Ce grand n est un entier. Alors, un entier est d'abord positif, hein, un entier naturel, donc c'est positif. Et ce que je sais, je vais construire le n à partir de epsilon que j'ai. Puisque le epsilon est strictement supérieur à 0, ce qui signifie que 1 sur epsilon reste strictement supérieur à 0. Et donc, j'ai envie de prendre n égale à 1 sur epsilon.
Mais le problème est que epsilon est un réel. Donc, epsilon peut être égal à racine carrée de 3, peut être égal à je ne sais quoi. Epsilon n'est pas nécessairement un entier. C'est un réel. Donc, 1 sur epsilon n'est pas un entier nécessairement. Donc, pour que je me rassure que 1 sur epsilon est un entier, je prends la partie entière. Donc, je prends la partie entière de 1 sur epsilon. Mais le problème est que quand je prends la partie entière, j'ai peur de trouver n égal à 0. Parce qu'en fait, moi, je veux travailler, voyez-vous, n est quelque part. Donc, je travaille pour tous les n qui sont plus grands que cette valeur-là. Donc, je dois éviter le cas où c'est égal à 0. Parce que si c'est égal à 0, ça veut dire que ça marche pour tous les éléments de compte n. Et donc, si le epsilon est par exemple égal à 2, 1 sur 2, la partie entière, je crains que je tombe sur quelque chose où j'ai quelque chose qui est égal à 0. Donc, ce que je fais, je préfère ajouter 1 ici pour être beaucoup plus en sécurité. Et donc, lorsque je prends un n epsilon comme ceci, je me rends compte que pour tout n supérieur ou égal à mon n epsilon ici, si n est supérieur ou égal à 1 sur à mon n epsilon, je remarque que 1 sur n devient inférieur ou égal à 1 sur n aussi. Or, 1 sur n, c'est exactement le un que j'avais au départ. Donc, j'ai ici un. Bon, je peux mettre moins 0 si vous voulez, qui est inférieur ou égal à 1 sur n epsilon. Ce que ça veut dire, n epsilon est cette valeur. Donc, dire que c'est inférieur ou égal à 1 sur n epsilon, c'est en fait 1 sur n epsilon est égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Donc, j'ai ici mon un moins 0 inférieur ou égal à 1. Mais en fait, il faut que je comprenne bien cette partie. Alors, le cours sur la partie entière nous a permis de voir que lorsque j'ai la partie entière de x, la partie entière de x est entre x et x plus 1. Mais ou encore j'ai x moins 1, strictement inférieur à la partie entière de x, qui est inférieur ou égal à x. Et donc, je vais utiliser la deuxième formule par rapport à ce que j'ai ici. Si j'utilise la deuxième formule, ce que j'ai, je vais peut-être revenir ici. Enfin, je travaille de façon désordonnée. Pourquoi ne pas avancer de l'autre côté pour faire... OK, nous allons juste garder... Donc, je vais utiliser la deuxième formule. Et dans la deuxième formule, me permet de dire que 1 sur epsilon moins 1 est inférieur ou égal à la partie entière de 1 sur epsilon, qui est strictement inférieur à 1 sur epsilon. Je vais donc ajouter 1 de part et d'autre pour avoir 1 sur epsilon inférieur ou égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1, qui est strictement inférieur à 1 sur epsilon plus 1. Et quand je passe aux inverses, déjà, rien qu'à partir d'ici, la partie entière est inférieure à cette quantité et l'inverse sera supérieur, c'est ça? J'ai 1 sur epsilon. Oh là là, je viens de commettre encore une bêtise. Parce que, oh là là. En fait, ce que nous savons, c'est que alpha inférieur ou égal à 1 de alpha, qui est strictement inférieur à alpha plus 1. Hein? On vient de faire une bêtise. C'est comme ceci. Et qui est strictement inférieur là-bas. Voilà.
Et donc, ce qui se passe, c'est que une fois que j'ai ceci, cela signifie que quand je passe aux inverses, parce que 1 sur epsilon est inférieur à cette quantité, si je passe aux inverses, l'inverse de epsilon sera supérieur à 1 sur la partie entière de 1 sur epsilon. Voilà. Ça veut donc dire que 1 sur la partie entière plus ceci est inférieur à epsilon. Et donc, ce qui signifie que notre UN moins 0 qui était inférieur ou égal à 1 sur la partie entière de 1 sur epsilon plus 1, et on vient de voir que cette quantité est strictement inférieure à epsilon. Donc, on vient de gagner. On vient de montrer que ceci est strictement inférieur à epsilon. Cela signifie que la suite du terme général UN sur N1 sur N converge bien vers Z. OK. Nous allons faire un autre exemple ou un autre exercice. Étudier la convergence de la suite du terme général UN égale à moins 1 sur N. C'est une suite extrêmement intéressante et dans ce programme, nous allons beaucoup parler de cette suite. Cette suite, en tout cas, nous allons l'utiliser quand nous parlerons des suites bornées, nous allons revenir sur cette suite. Lorsque nous parlerons des suites extraites, nous allons beaucoup utiliser cette suite. Cette suite, vraiment, c'est une suite que vous devez bien comprendre pour les étudiants de première année parce que ça va vraiment être avec vous tout au long de votre étude. Voilà, donc nous voulons étudier la convergence, savoir si cette suite converge ou pas. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur cette suite, donc il m'est difficile. Alors, ce que je vais faire en mathématiques, il y a ce qu'on appelle par le raisonnement par l'absurde. Nous supposons que quelque chose est vrai. Si nous arrivons à une contradiction, ça veut dire que la chose n'est pas vraie. Et donc, nous allons supposer que la suite converge vers A. Et nous allons voir ce qui se passe. OK, nous allons donc supposer supposons que notre suite UN converge vers A, vers une valeur, ou vers L, comme nous sommes déjà habitués à travailler avec. Je prends le R. Alors, le L étant dans le grand R, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux possibilités. Soit la valeur absolue de L est égale à 1, soit la valeur absolue de L est différente de 1. Donc, supposons que la valeur absolue de L est différente de 1. Si la valeur absolue est différente de 1, ce que je sais, c'est que bon, ben, mon L est différent de plus ou moins 1 en fait. Mais pourquoi je prends ça? Vous savez, la définition de la limite, je vais encore réécrire la convergence. Une suite UN converge vers L si, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un N élément de grand N, tel que pour tout N élément de grand N supérieur ou égal à grand N implique que UN moins L est strictement inférieur à epsilon. Ça, c'est très important. Et ça marche quel que soit le epsilon qui est supérieur à 0. J'ai ceci. Donc, si je trouve un epsilon pour lequel, quel que soit le n supérieur à un monsieur, un moins n n'est pas inférieur à epsilon, alors la suite ne converge pas. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je vais trouver un contre-exemple. Si je trouve un epsilon pour lequel ça ne marche pas, ça veut dire que ma suite ne converge pas. Si elle converge, elle doit marcher pour tout n, ou pour tout epsilon, pour tout epsilon. Et donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc prendre, puisque
L est différent de 1, je vais donc essayer de regarder ce qui se passe entre la valeur absolue de L moins 1 et L plus 1. Donc, je vais prendre epsilon, ici, égale au min de L moins 1, L plus 1. Alors, parce que je sais que, déjà, L étant différent de 1 et de moins 1, donc L moins 1 est différent de 0, L plus 1 aussi est différent de 0, donc cette quantité-là est bien positive. Ça, c'est positif. Et donc, j'ai bien le droit de faire ceci. Donc, je me rends compte que le plus petit de ces deux-là sera forcément strictement supérieur à 0. Et je vais regarder ce qui se passe avec cet epsilon-là. Alors, il se passe quoi? Nous allons revenir sur... Voilà, nous sommes ici. Voilà. Nous allons donc prendre UN moins L. Alors, UN moins L, nous allons utiliser la deuxième inégalité triangulaire. Vous savez que si nous avons A plus B, en valeur absolue, l'inégalité triangulaire nous dit que c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Mais aussi, si nous prenons A moins B, la deuxième inégalité triangulaire nous dit que c'est supérieur ou égal à la valeur absolue de la valeur absolue de A moins ceci. Et ici, nous allons utiliser la deuxième inégalité triangulaire. Et la deuxième inégalité triangulaire nous dit la chose suivante. Je vais peut-être prendre... effectivement. Donc, je vais prendre d'abord ici, c'est moins 1 à la puissance n moins L. Et donc, la deuxième inégalité triangulaire nous conduit à dire que c'est supérieur ou égal à la valeur absolue de la valeur absolue de moins 1 à la puissance n moins la valeur absolue de... Et donc, j'ai ici, ceci est supérieur ou égal à cette quantité, la valeur absolue de moins 1 à la puissance n est égale à 1. Donc, j'ai 1 moins la valeur absolue de L. Mais en fait, la valeur absolue de L est différente de 1. Donc, cette quantité-là est déjà différente de 0. Parce que nous sommes dans ceci. Cette quantité est différente de 0. La valeur absolue de 1, de L, n'a que deux possibilités. Soit c'est égal à L, ou c'est égal à moins L. Et donc, dans tous les cas, puisque nous avons pris notre epsilon ici étant le min, le plus petit entre L-1 et L plus 1, ça veut dire que la valeur que je vais avoir ici, que ce soit 1 moins L ou 1 plus L, ça sera supérieur ou égal à mon epsilon. Parce que mon epsilon, en fait, c'est le plus petit de cet ensemble. Et donc, voyez-vous, je me rends compte que UN moins L est supérieur ou égal à epsilon, quel que soit le n que je prends. Et c'est un sérieux problème parce qu'on vient de montrer que, en fait, pour ce epsilon-là, il n'existe pas de n pour lequel vous allez avoir UN moins L inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal, strictement inférieur à epsilon. Pour cet epsilon-là, quel que soit le n que vous avez, UN moins L est supérieur ou égal à epsilon. Rien que pour ce cas, ça ne marche pas. Donc, je n'ai pas besoin de chercher le midi à 14 h. La suite ne converge pas. Mais là, j'ai décidé le cas où la valeur absolue de L est différente de 1. Mais que se passe-t-il si la valeur absolue de L est égale à 1? Nous allons regarder. Si la valeur absolue de L est égale à 1, cela signifie que notre L est égal à plus ou moins 1. Donc, nous allons regarder ce qui se passe lorsque L est égal à 1 et nous allons regarder ce qui se passe lorsque L est égal à moins 1. Donc,
Si f est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? Ben, si L est égal à 1, ça signifie que UN moins 1, qui est notre L, est égal à moins 1 à la puissance N moins 1. Le problème, c'est quoi? C'est que si ce N est impair, alors, ce que nous allons faire ici pour... Bon, nous allons prendre un epsilon, nous prenons epsilon égal à 2. Ici. Nous choisissons pour epsilon égal à 2. Donc, nous proposons un contre-exemple. Nous montrons que pour epsilon égal à 2, la suite ne peut pas converger. Et donc, pour epsilon égal à 2, ce qu'on remarque, c'est que nous avons UN moins L, donc UN moins 1. Alors, si N est impair, nous avons UN moins 1 qui sera égal à moins 1 qui sera égal à 2. Donc, c'est égal à epsilon. Voilà, je veux dire, c'est égal à epsilon. Donc, notre UN moins 1 est supérieur ou égal à epsilon. En fait, ce qui vient de se passer, c'est quoi? C'est que, n'oubliez pas que nous sommes ici. Nous sommes là. Donc, si nous supposons que notre N est égal à 1 ici, nous avons un epsilon qui va encadrer comme ceci. Donc, un petit epsilon, un moins epsilon. Et nous voulons que, pour un certain N qui sera ici, les valeurs soient à l'intérieur ici. Donc, UN moins L soit inférieur à epsilon. Malheureusement, ça ne marche pas. Parce qu'on se rend compte que lorsque L est égal à 1, pour les N impairs, UN moins L sera toujours supérieur ou égal à epsilon. Et donc, puisque les entiers marchent comment? Vous avez un nombre pair, impair, pair, impair, pair, impair. Et donc, nous sommes dans une situation où, lorsque nous avons quelque chose qui est impair, ben, UN moins L est supérieur à epsilon. Et quand c'est pair, ça marche peut-être. Quand c'est pas pair, c'est supérieur. Et donc, c'est alterné. Nous ne sommes pas de la logique où UN moins L est inférieur. Nous n'avons pas de N pour lequel, pour tout N supérieur à cette valeur, UN moins L inférieur à epsilon. Donc, dans ce cas-ci, nous avons un sérieux problème. Mais que se passe-t-il lorsque N, que se passe-t-il lorsque N est égal à moins 1? Parce que là, nous avons regardé lorsque N est égal à 1, mais peut-être que lorsque N sera égal à moins 1, les choses seront différentes. Ben non, les choses ne seront pas différentes parce qu'en fait, lorsque N égale à moins 1, nous allons avoir UN moins L sera égal à moins 1 à la puissance N moins 1 qui sera égal à moins 1 à la puissance N plus 1. Le problème, c'est que si nous prenons, si N est pair, nous avons UN moins L qui sera égal à 2, qui est égal à epsilon. Donc, en fait, qui sera supérieur ou égal à epsilon. Et là encore, on se rend compte que nous tombons encore dans le même cas. Nous nous rendons compte que pour les N pairs, UN moins L est supérieur à epsilon. Donc, il n'y a pas cette stabilité-là. On n'a pas un N pour lequel, que pour tout N supérieur à cette valeur, UN moins L inférieur à epsilon. Parce que dès que vous avez un pair, ça marche, un pair, ça ne peut pas marcher, et ainsi de suite. Et donc, on se rend compte que cette suite ne converge pas. Voilà. Parce que dans tous les cas, quand nous avons examiné le cas où N est différent de 1, nous avons eu un problème. Lorsque L est différent de moins 1, nous avons encore eu un problème. Cette suite ne converge pas. L'argument peut être vraiment bizarre, mais ce qui est sûr, c'est que cette suite va être manipulée tout au long de notre programme. Et nous allons nous rendre compte que c'est vraiment quelque chose de très simple. Nous allons arriver à l'étudier de façon naturelle, très simple, avec des arguments simples pour vous montrer que ça diverge. Ici, nous avons voulu utiliser la définition. Voilà pourquoi ça semble un peu... Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que au lycée, très souvent, quand on parle de la convergence, nous calculons les limites.
Mais en première année de mathématiques, il est important de s'habituer avec la définition. Parce que les questions de ce genre viendront, montrer que la suite converge, montrer que la suite ne converge pas. Et là, l'étudiant est obligé de passer par la définition pour expliquer. Donc, voilà, la vidéo d'aujourd'hui avait pour objectif de discuter un peu sur la définition de la suite, de la convergence. Et dans une prochaine vidéo, nous allons utiliser d'autres arguments pour comprendre encore la définition et nous allons regarder quelques propriétés liées à la convergence. Donc, merci d'avoir suivi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et à très bientôt.